Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de garder encore, d'être toujours avec nous, avec Papa Luboya. Nous sommes dans la série de ces questions que vous aviez envoyées à Contact Pro Live pour que nous puissions poser la question à Papa Luboya. Parce que lui, c'est un monument, c'est quelqu'un qui connaît, le pays, c'est celui... ce sont des valeurs que nous ne pouvons pas négliger. Avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui a traversé pratiquement tous les âges, il a de l'expérience et il a pratiquement une certaine vision de ce pays. Alors, nous arrivons à la troisième question. L'auditeur, le téléspectateur a dit: comment peut-on faire pour protéger le pays contre la corruption qui gangrène à tous les niveaux? Supprimer la corruption dans notre pays. La fois passée, je disais que la corruption était un phénomène international, mais les causes de cette corruption ailleurs ne sont pas les mêmes que dans notre pays. Voyez-vous. Alors, donc, nous devons chercher à comprendre les causes de la corruption. Nous sommes nombreux à ne pas connaître, à ne pas savoir que la corruption a été introduite dans notre pays. Quand et comment? Ça, nous ne le savons pas. Quand et comment, selon nos recherches, nos investigations, c'est quand le pays accédait à l'indépendance et que la Belgique a senti qu'il y a beaucoup de choses qui vont lui échapper entre les mains. Oui. Et il a compris la faiblesse de nous, Congolais. Ils ont voté, le Parlement belge, le gouvernement belge a initié toute une enveloppe pour corrompre l'élite congolaise. Et la corruption a commencé par là. Les anciens clercs ou commis qui travaillaient dans l'administration coloniale ne connaissaient pas la corruption. Mais papa, une fois vous m'aviez dit, et nous avions posé la question de savoir, quand vous allez voir le président de la République, aujourd'hui, dans l'état actuel, que ce soit dans la province, quand vous allez voir le gouverneur, souvent, avant de partir, on tire voilà. on vous donne pour votre transport, vous allez. Et puis nous entendons parler des invisibles au Parlement. Donc dernièrement, Mme Albunda est difficile à répondre aux questionnaires des journalistes. Des journalistes, oui. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Parce que nous en avons parlé. J'en sais quelque chose dans la mesure où je dis ceci. L'enveloppe qui a été votée à cette époque-là, nous sommes en 1960. Cette pratique a été généralisée dans toutes les pratiques de la gestion du pays. C'est-à-dire, dès que les investisseurs étrangers venaient, ils savaient s'organiser de manière à trouver une source d'approvisionnement d'une caisse noire, comme on l'appelait, afin de servir à corrompre les Congolais. C'est une pratique qui a été introduite et qui existe dans notre pays. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure qu'il faut d'abord se poser la question: quelles sont les causes de la corruption dans notre pays? Si nous ne connaissons pas ces causes et que nous ne comprenons pas ces mécanismes, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui ne servira à rien. Parce que nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance. Et les mêmes choses continuent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les politiciens actuels en savent quelque chose? Mais non, il y en a beaucoup qui ne savent pas. C'est pourquoi j'insiste sur l'historicité de notre pays. Il faut comprendre, il faut étudier, il faut analyser, il faut faire des investigations pour comprendre. Parce que aujourd'hui, ayons le courage de dire que nous sommes les produits des pensées, des actes, des décisions qui ont été prises dans le passé. Nous sommes les produits. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas nous sortir du contexte, de conséquences de ces produits-là. Nous sommes les produits. Le Congolais est le produit de tout ce qui s'était passé depuis la colonisation, depuis l'accession du pays à l'indépendance. Nous sommes les résultats. Mais nous ne pouvons pas prétendre aujourd'hui, si nous ne comprenons pas comment nous sommes les résultats de ça, chercher des solutions. Nous ne pouvons pas. Parce que le peuple peut se poser la question de savoir, les députés aujourd'hui, qui circulent dans le ministère et puis
un ministre va leur donner, par exemple, ou bien un chef d'entreprise qui va leur donner 2500, 5000 dollars. Et puis pendant ce temps-là, les gens ne sont pas payés. C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons. Et c'est d'où l'intérêt de mon livre que tu animes avec moi, la Renaissance. La Renaissance veut dire que nous devons abandonner d'abord connaître ce que nous sommes aujourd'hui, comprendre les causes et chercher d'abandonner toutes ces choses pour revenir aux vraies valeurs. Et quelles sont ces vraies valeurs? Est-ce que nous nous aimons réellement? Moi, je prends simplement là. Je suis kassaïen. J'ai aussi essayé d'étudier un peu ma communauté kassaïenne. Oui. Mais nous sommes une des communautés la plus divisée. Nous sommes une communauté qui se haïsse telle que les autres communautés ne le font pas. Papa, mais avant d'arriver dans les communautés, oui. Je vous demanderai un peu de réfléchir ou bien de nous dire la réponse à cette situation. L'ONATRA aujourd'hui, qui est dans le catastrophe. Nous avons vu des nouveaux mandataires qui arrivent, avec l'ONATRA qui est justement en train de s'écrouler. Mais dès que ces gens-là arrivent à la direction de l'ONATRA, on voit directement leur vie changer. On voit directement qu'ils commencent à dépenser beaucoup d'argent. D'où vient cet argent-là pendant que les entreprises sont en train de couler? La question est bien posée, elle est pertinente, elle reflète l'actualité. En reflétant l'actualité, c'est une actualité qui date depuis 60. Ah donc, quand vous arrivez, c'est la même situation qui a commencé. On peut dire que, par exemple, Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, oui, on lui explique les caisses noires et il oublie directement le problème de... Mais c'est ce qui constitue l'environnement de tout politicien, de tout responsable en République démocratique du Congo. C'est ça l'environnement dans lequel ce sont des pressions que nous vivons. Ce n'est pas pour me jeter les fleurs. Moi, une personnalité politique, je ne vais pas la citer. Qu'est-ce qu'elle a dit? On revenait de Badolité, oui, je crois. Il est à Sengakate. J'ai eu l'éducation de mon père. Mon père du temps colonial, il était de la petite et moyenne entreprise. Et il a fait ce qu'il a fait. Il est l'un des premiers à avoir créé, par exemple, la pêcherie semi-industrielle sur Bukama, à Bukama, sur le Lualaba. Et il a fait ça de ses propres moyens. Il n'y avait pas de système bancaire pour l'aider. Et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et il nous a appris, si vous voulez réussir dans la vie, voilà ça, voilà ça. Mais ce n'est pas facile. Donc, il faut casser cette pratique-là de corruption ou bien de caisses noires, quel doit être le principe de base? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Le principe de base, c'est de créer les richesses à la base. Donner l'occasion aux gens qui vivent dans les chefferies à disposer de l'argent et avec leur argent à faire face aux besoins élémentaires, si pas un peu plus, à leur créer un bien-être. À ce moment-là, ceux qui sont sortis de ces milieux-là, qui vivent par exemple dans les villes, ne se trouveront plus sous une pression de dire que nous devons absolument envoyer l'argent au village. Au contraire, le village peut commencer à leur envoyer l'argent et vice-versa. C'est un climat. Alors, ça nous fera prendre conscience qu'accepter la corruption, nous sommes contre la société. Qu'accepter la corruption, nous sommes contre la pensée profonde de nos ancêtres. Oui. Qu'accepter la corruption, c'est un péché.
Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que, ok, moi, si moi je viens chez toi, que je rentre, tu ne me donnes rien, ce n'est pas normal. Ça c'est grave. Vous voyez un peu ça. Donc, notre société traditionnelle, ce que j'appelle la philosophie bantou, comment je peux dire, l'éthique de la philosophie bantou, c'est ça. L'éthique de la philosophie bantou, qui a existé avant l'arrivée des Blancs, ne connaissait pas la corruption, ne connaissait pas les divorces, ne connaissait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Okay. Et cette éthique-là, nous pouvons, par des réflexions, par des réflexions, des partages, comme nous partageons, essayer de l'impliquer à nos enfants, de manière à ce que la génération qui vient après ne puisse pas perpétuer ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, il y a une question d'un téléspectateur ici qui a demandé, je crois qu'il vient du Katanga. Comment est-ce que le Katanga peut bénéficier de ces matières premières? Les sociétés qui sont là, comment est-ce qu'on peut le mettre sous la responsabilité des Katangais? La question est pertinente. Aujourd'hui, se développer n'est pas question de dire que telle société, il faut qu'elle soit entre les mains des Katangais ou des Baluba ou des Kivoutiens ou bien des... Non, non. C'est un accord de principe. Non, le problème qui est là est le suivant. Est-ce qu'il existe des compétences? Non, le problème, je crois, papa, je ne sais pas si je peux intervenir là-dessus. Ça, c'est mon point de vue. Oui, nous partageons. Oui, mon point de vue, c'est celui-ci. Oui. Ce n'est pas que les sociétés vont appartenir au Katangais. Non. Le Katanga doit s'organiser enfin. Par exemple, ce que nous vivons aujourd'hui, une société va venir faire les mines. Une société va venir avec un contrat minier signé à Kinshasa et ils viennent exploiter. Ah, là où vous posez autrement la question, ou bien là je comprends maintenant votre question. Moi je suis pour ceci, comme je l'ai dit pour le secteur agricole. Aujourd'hui, la réalité dans ce coin-là, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'exploitation artisanale. Oui. Et cette exploitation artisanale a une organisation qui n'est pas efficace, mais qui est appropriée à l'environnement. Oui. C'est déjà un début d'organisation. Ce sont des petites organisations